Un vol inusité. Je vous parle d'un voleur qui a du culot et je fais le suivi d'une championne de la semaine. Et moi, je vous parle d'une bande de jeunes hackers qui ont volé les plus grands de l'industrie. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Bienvenue à cet épisode numéro 7. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Donc, on fait ça un peu différent cette fois-ci parce que le thème, c'est vol inusité et on a trouvé, sans vouloir se vanter, 2 excellents cas. Ben, c'est ça. Je pense qu'on s'est rendu compte que les cas étaient assez complexes, assez longs puis intéressants. Fait qu'à place de faire 2 cas dans une émission d'1 heure, ben on a décidé de consacrer l'émission à un cas et on va faire donc les vols inusités en 2 parties. Oui, donc cette semaine, ça va être toi qui va nous parler de ton cas de vol inusité et dans le prochain épisode, je vous parlerai de mon cas sous le thème vol inusité. Mais on a plein de choses aussi à parler en plus de notre cas principal. Ouais, puis on va pas botcher non plus. On va faire un champion de la semaine et je vais me mouiller pour la première fois dans le prochain épisode. Ah oui, vous voulez pas manquer l'épisode numéro 8 parce que Nicolas nous fera un champion de la semaine. Hype pas mon champion de la semaine, là. Mais c'est correct. OK, je te mets de la pression. Ça va être un champion. Ça va être un excellent champion, ouais. Ah, puis qu'est-ce qu'on boit cette semaine? On boit une amaretto québécoise. Oui, l'amaretto Forêt Noire. Oui, qui est élaborée au Québec. En fait, c'est filtre d'amour, c'est ça? Filtre d'amour amaretto. Filtre d'amour. Forêt Noire, ouais, élaboré au Québec. Ah. 23% d'alcool. Oui, donc on l'a pas, on a commencé ça déjà, mais on n'a pas tout bu. Ouais, 23% peut-être à moitié. Oui. C'est pas ce matin. Non, c'est pas en ce moment qu'on a bu la moitié de la bouteille, mais ça prouve qu'on l'aime pour de vrai. Ça vient de la distillerie des Appalaches qui est à Lévis, qu'on n'a pas encore visité. Non. Parce qu'on aime ça, nous, visiter des distilleries. On va vous en parler dans les prochains épisodes. On fait ça. Ça arrive. Dans la vie. Là, on n'a pas été directement à la distillerie des Appalaches. On aimerait ça, par contre, si jamais ils veulent nous inviter. Ah, ben oui. Mais je sais même pas si ça se visite, là. Ça veut pas dire que tout le monde fait ça, mais effectivement, je pense que c'est intéressant, là. Il y en a plein qui ouvrent leurs portes, font des tours guidés, ont des boutiques. Fait que, renseignez-vous, c'est... Puis c'est toujours le fun de boire le Québec. Un amaretto, c'est toujours bon, puis c'est encore meilleur quand ça vient du Québec. Celle-là est particulièrement bonne. On s'est fait un petit amaretto sour avec une recette trouvée sur le net. Mais avec cet amaretto-là, qui a des notes de... cerise. Et de chocolat noir. Ouais. Ça paraît vraiment. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça fait différent. Oui, on vous la suggère vraiment. Je vous mets le lien dans mes stories. Sur Instagram, il y a une pastille drink et vous pouvez retrouver toutes nos stories qui parlent de chacun des épisodes vient avec un cocktail et ils sont en ordre. Ce sera la pastille numéro 7. Donc, vous pouvez avoir toutes nos qu'est-ce qu'on boit de la semaine à la même place. C'est pratique. Donc, cheers! On va faire un petit... Ben oui, pourquoi pas. Un petit chin. Allons-y. C'est vraiment excellent. Donc, on boit ça cette semaine. Très bon. Et juste pour vous dire, nous, on casse un peu la magie, il est 9h30 le matin. Non, c'est pas vrai, j'exagère. Non, c'est pas vrai. Donc, je veux remercier aussi un auditeur qui nous a donné 5 étoiles. Donc, on appelle ça moi j'ai appris ça en écoutant des balados, un shout-out. J'ai fait un shout-out à un auditeur qui nous a donné 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc, son commentaire, c'est « Mon nouveau balado de crime préféré, vraiment bon, j'adore, bonne continuité. Merci. » Et c'est très drôle, cet auditeur s'appelle... Try My Mom. Try My Mom. C'est signé Try My Mom. C'est vraiment drôle. Moi, j'ai vraiment ri. Ouais, mais non, merci sans façon. C'est trop d'amabilité. Mais merci pour ta review de 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous invite à nous faire une review si vous nous aimez. Vous êtes rendu à l'épisode numéro 7. C'est quand même pas super. Allez nous faire une review. Ça va nous aider à monter dans l'algorithme.
pour être proposé à d'autres personnes. Donc, merci. Si vous aimez ça, dites-le. Oui, si vous aimez ça, dites-le. Et maintenant, je fais un suivi sur l'épisode 3. Oui, rappelle-nous. Oui, l'épisode 3, c'était ma championne de la semaine s'appelait Catherine Levasseur. Ah, la fameuse sommelière qui vend sur Twango. Là. Ouais, entre autres, oui. Ouais. Mais tu vas voir, là, ça dépasse les sommets. On a eu des nouvelles de Madame Levasseur. Wow. Oui. Moi, j'aimerais ça dans la vie, avoir autant de bonnes idées pour faire de l'argent. Ouais. Mais de façon honnête. Et de persister aussi longtemps. Là. Oui, hein, mon Dieu. La madame, elle note dedans. Donc, épisode numéro 3, Catherine Levasseur. Donc, je vous rappelle, le bureau d'enquête du Journal de Montréal et Journal de Québec avait révélé à la fin de mai 2023 que Catherine Levasseur avait ouvert et fermé 3 restaurants depuis le début de la pandémie. À chaque fois, elle laissait des salaires et des factures impayées. On a aussi parlé des fameux coupons Twango, comme tu nous as dit, payés à l'avance, des dégustations qui n'avaient jamais lieu, puis plein de partenaires d'affaires qui lui couraient après. Dès qu'ils essayaient de réclamer leur dû, elle était introuvable. Ouais. Elle avait comme pas tant de pas d'adresse. Ouais. Ouais. C'était impossible de donner une mise en demeure, donc c'était très compliqué. Eh bien, elle fait encore parler d'elle. C'est incroyable. Oui. Est-ce que son chien est mort? Est-ce que son chat, la gastro? Ouais, c'est ça. Est-ce que sa mère est déboulée les escaliers? Sa 8e grand-mère est morte. C'est ce que nous découvrirons. Donc, premièrement, elle a ouvert un autre restaurant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, elle a acheté un fonds de commerce du restaurant La Coupe, qui est situé dans le Sportplex de l'Énergie à Varennes. Elle a acheté ça en octobre 2022. Donc, ça fait pas un an. C'est récent. C'est très récent. Puis ça doit être un gros complexe sportif, là. Varennes, c'est en effervescence, là. Oui. Ouais. Oui, ça doit être gros. C'est un complexe sportif. Puis, elle a acheté le restaurant-bar avec une hypothèque de 180 000 $. Puis, les propriétaires du Sportplex l'ont vraiment beaucoup aidé au démarrage. Ils ont fait un prêt de 23 000 $, les premiers loyers gratuits. Wow. Donc, c'est ça. Ils ont tout fait pour lui faciliter la vie. Elle a payé le premier loyer. Et après, Nicolas, qui est-il arrivé? Elle s'est poussée. Elle s'est poussée encore. Elle est disparue. Pouf. Ouais, c'est ça. Pouf. Donc, le restaurant était souvent fermé, mais il a roulé quelques mois. Donc, elle était rarement sur les lieux. Okay. Il y avait des employés qui roulaient ça. Là. Oui, à partir du mois d'octobre jusqu'à environ mars, le restaurant roulait. Il n'était pas ouvert aussi souvent qu'il aurait dû. Donc, les premiers loyers étaient gratuits. Donc, après, elle a payé son premier loyer. Je sais pas c'était quoi l'entente exactement. Et après ça, n'avait plus de propriétaire. Je sais pas à quel point c'est rentable ce qu'elle fait, là. Parce que, calique, c'est pas évident non plus, là, toutes ces démarches-là, là. C'est un cauchemar, là, une hypothèque, un prêt, ouvrir un restaurant. Tu sais, faut que tu t'inscrives au gouvernement, tu reçoives tes affaires de caisse, de MEV, de je sais pas trop quoi. Faut que t'engages du monde. T'engages du monde, tu sais, faut tes formes, faut tes tabarouettes. Il y avait eu aussi comme une grosse soirée d'ouverture où est-ce qu'elle était là, puis qu'elle flashait ça, puis qu'elle était bien contente d'être là. Moi, honnêtement, je pense que cette madame-là, à chaque fois qu'elle part un nouveau projet, elle est pleine de bonnes intentions. Moi, c'est comme ça que je pense. Oui, elle est comme un genre de gars pas fiable. Tu sais, là, à chaque fois, il sort avec une nouvelle fille puis il dit « Cette fois-là, c'est la bonne. » C'est la bonne. Je la tromperai pas. Après 2 semaines, il retombe dans son vieux pattern. Et voilà. Peut-être. Moi, je la vois comme ça, Catherine. C'est comme, elle se dit « Ouais, je sais que les 6 autres fois, ça a pas marché, mais là, je suis en feu. » Je te jure, là, c'est la bonne. C'est la bonne. Je vais en vendre des hamburgers puis des bières en feu. Ouais. Ça me surprend aussi que son nom soit pas barré quelque part. Là. En même temps, tu sais, moi, je la connaissais pas avant de faire le podcast. Ouais. Je comprends les gens de Sportplex d'avoir vu une madame qui était solvable quand même pour 180 000 $. Là. C'est pas, c'est ça, mais qu'elle soit solvable aussi, c'est une autre affaire. Là. Je veux dire, à un moment donné, je sais pas comment ça marche, tous les détails, là, mais t'enregistres une compagnie, whatever, à un moment donné, t'as un dossier qui faxe, t'as une cote de crédit, Mais oui. À un moment donné, ça doit bien barrer quelque part, puis tu fais une enquête où tu regardes un dossier criminel, je sais pas, là, et il doit y avoir de quoi. Je le sais, je trouve ça vraiment spécial. Le monde sont débrouillards. Oui, le monde sont débrouillards. Débrouillards dans la malhonnêteté, tu sais.
Donc, elle a disparu et les propriétaires, vu que le restaurant était souvent fermé, les propriétaires du Sportplex se sont dit « Hey, ça va pas bien, là. Tu sais, sûrement qu'elle paiera pas son prochain loyer. L'argent rentre pas. Comment tu veux qu'elle me paye? Ouais. » Donc, elle était difficilement rejoignable. Oh, surprise! Parce que sa mère était malade, puis décédée. Puis après ça, elle-même, elle était malade. Ah oui? Ça dit c'est ça qu'ils ont donné encore. Oui, sa mère est encore malade, puis décédée. Pauvre madame! Ah oui, mais pauvre sa mère. Pauvre sa mère! Donc, rapidement, les propriétaires du complexe se sont rendus compte qu'elle ne payait pas non plus ses fournisseurs. Non. Donc, c'est ça qui est plate parce que toi, t'es juste le propriétaire du Sportplex, puis là, il devait avoir des fournisseurs qui essayaient de rejoindre le Sportplex en disant « Le restaurant me paye pas, mais c'est pas ta business à toi, tu sais, tu sous-loues le local. » Et en plus, elle n'avait fait aucune demande de permis. Ni permis de MAPAC, ni permis d'alcool. C'est ça, OK, elle saute ces étapes-là. Oui. Ni permis de la ville de Varennes. Elle n'avait pas de permis pour rouler. Non. Les propriétaires ils ont engagé un avocat pour mettre fin au contrat et après coup, ils se sont rendus compte, écoute bien ça, qu'elle avait essayé de vendre les bancs, le mobilier du restaurant, puis les équipements sur Marketplace. Ah, les locataires, elle. Oui, c'était même pas à elle, les équipements. Wow. Elle louait l'espace, puis elle avait essayé de vendre les équipements sur Marketplace. Ça ne lui appartenait pas. C'est incroyable. C'est comme si t'es locataire puis t'essaies de vendre ta tank à eau chaude. Tu sais, c'est pas à toi. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, là. En tout cas. Aussi, ça c'est le bout du bout. Durant la courte exploitation du restaurant, elle avait annoncé des spectacles d'humour et de musique. Okay. Rien de moins. Et il y a eu le groupe Hommage à Bon Jovi qui a vraiment eu lieu le 11 mars 2023. Mais quand ils ont été payés avec un chèque et le chèque a rebondi. Non. C'est super poche. Ben ouais. Fait qu'ils ont été payés, puis c'est ça, puis le chèque a rebondi. Donc, ils n'ont jamais été payés. Puis il y a des artistes comme Mario Tessier, Jean-Claude Gélinas, Mélanie Couture, qui devaient se produire en mars et avril. Quand je dis qu'ils devaient se produire, je sais pas si les pourparlers avaient été commencés avec l'artiste, mais ils ont été annoncés. Ouais, elle a fait des pancartes. Ben oui. Puis elle a mis ça sur son site web. Ben oui. Puis elle a récolté de l'argent, là. Elle a vendu des billets sur le site Eventbrite. Come on. Oui! Puis Eventbrite, OK, fait que c'est une instance quand même. Là. Ouais, c'est ça, c'est sérieux. Là. Ouais. Elle a vendu des billets, mais naturellement, aucun contrat n'avait été signé. Puis les gens se sont vraiment présentés au spectacle et guess what? Il y avait un local fermé. Là. Ouais. Il n'y a rien qui se passait, il n'y avait pas de spectacle. Ils pouvaient même pas manger au restaurant. Non! Tu sais, quand t'es pas chanceux, qu'il y a une soirée t'es obligé de regarder une gang de vieux jouer dans une ligue de garage. C'est ça, c'est tout ce qu'il y avait. C'est ça. Donc, on voit le même pattern, là. Puis en plus, l'argent qui récoltait, le lien, là, qui récoltait l'argent des ventes sur Eventbrite, c'était directement son compte de banque à elle. Ah, OK. Ouais, wow. Fait que c'est comme par Eventbrite, mais c'était linké avec son compte. Ouais. Mais là, à un moment donné, ça doit être faisable de retrouver ça. Là. Je veux dire, elle a un compte de banque, là, elle doit bien laisser des traces quelque part. Là. C'est pas comme si elle agit avec juste de l'argent en cash puis qui est off the grid. Là. Ben non, là, Catherine Levasseur. Parce qu'on veut pas vraiment l'attraper. Là. Ben, je pense qu'elle essaye fort, là, mais tu sais, je veux dire, moi, cette madame-là me paraît pas une criminelle notoire. Qui porte plainte officiellement, je suppose que... Ah ben là, il y a des gens qui vont porter plainte, ça c'est sûr. Entre autres, des loyers impayés à Sportplex. Encore une fois, tout le monde y court après. La saga continue. Je sais pas comment est-ce qu'elle fait. Mais c'est pas nécessairement des affaires qui fait comme de la prison. Là. C'est pas criminel, là. C'est comme civil. Là. Ben, c'est criminel parce que c'est de la fraude, mais est-ce que ça fait des grosses peines? Non. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Fait des petites peines. Des petites peines. Des petites peines à bien du monde. Des petites peines. Donc, on vous tient au courant. Moi, écoute, je capote, je google son nom régulièrement. De cette fabuleuse arnaque qui continue. C'est un genre de Catch Me If You Can, mais version petite madame de banlieue. Petite madame blonde là, de banlieue, là, qui s'habille genre... Rive-Sud. Ouais, mais tu sais, qui s'habille au Le Grenier, genre. C'est pas le parrain, avec là. Ses sandales en liège. Exactement. Tu sais, c'est ça. Là. Ça doit être facile à attraper, là. Ça a des sandales en liège. Ça là. doit. Ça court pas vite. Mais c'est super plate, là, pour les gens qui se sont fait flouer. Donc, on vous tient au courant. Et là, je m'en viens avec mon champion de la semaine. Bien hâte d'entendre ça. Ouais. Et là, j'aimerais ça que tu me fasses un thème, là, bientôt. Champion de la semaine? On va travailler là-dessus. Avec une grosse voix, quelque chose. Okay. Le champion. Le champion de la semaine.
Ah, c'est bon, ça. Ouais. Ben, merci. En Ok. attendant, ça va faire la job. Ouais, je le fais cette fois-ci. OK. Je vais me dépêcher à trouver un vrai thème. Merci. Mais C'est j'apprécie l'effort. Ouais. Écoute bien ça. Champion de la semaine, je vous rappelle, le thème, c'est voler nudité. Mhm. Il y a la petite municipalité de Saint-Ferdinand, dans le centre du Québec, qui faisait partie de l'organisation du triathlon du lac William. Le fameux triathlon du lac William. Ouais. Comment ça, t'étais pas là cette année? Ben, j'ai essayé de réserver des billets, mais 2 minutes après, là, c'était sold out. Le temps que tu t'achètes des running shows. C'est ça. Ouais. Le temps que je Google, c'est quoi un triathlon? Puis c'est où le lac William? Il était trop tard. Il était trop tard. Ouais, ça s'arrache ça, puis genre Coachella. Ouais, Coachella. Ouais, Coachella, c'est plus facile, je pense, d'avoir des billets OK. que le triathlon du lac William. Ben, tiens-toi prête pour l'année prochaine. Ouais, j'ai mis ça dans mon calendrier. Là, cette année, c'était le 9 juillet. OK? Fait que l'année prochaine, autour du 9 juillet. Autour du 9 là, juillet. Goroche-toi. OK. Ouais. Je vais acheter tous les billets, je vais les revendre plus cher sur Marketplace. Ah, là, je te reconnais, là. On n'a plus besoin de faire de podcast. Peut-être. Des farces, non, on fait pas ça. Non, je sais bien. C'est pas le podcast qui paye le beurre et l'argent le beurre sur la table. Donc, le 9 juillet dernier, triathlon du lac Williams. Et là, je ne connaissais pas le célèbre triathlon de Saint-Ferdinand. Je l'ai googlé. Et le lac Williams fait partie de l'organisation. Il faut passer par là. OK. Donc, les organisateurs ont lancé un appel sur Facebook parce qu'ils se sont fait voler une toilette chimique. Ouh, wow. Mais pas ça dans la petite popoche, là. Non, ça, là, c'est ça me semble que c'est gros à voler. J'espère que c'est pas 2 gars qui sont revenus comme... Sous. Ouais. qui ont mis ça un peu sur le côté, qui ont dit « OK, pas que ton bord », puis ils sont partis avec. Ça a dû laisser une trace. Oui, des indices. Des indices par où ils sont partis. Suis le petit pousset. Mais ça doit valoir une fortune, ça. Hey, j'ai vraiment fait des recherches. Tu peux en louer, naturellement, des toilettes chimiques. Impossible de savoir comment ça coûte en acheter. J'ai aucune idée. Si quelqu'un a la réponse, dites-moi là. Peut-être un cartel. Oui, mais il y a comme 2 compagnies. C'est ça. Ouais. Ils veulent pas dire ça coûte combien parce qu'ils louent ça tellement cher. Ben, c'est ça. Ça doit coûter 5000 $, la toilette. Ça dépend quel il y a des gammes, là. Ouais, il y a des gammes. Il y a genre des roulottes, là, ça vient avec un butler qui te donne du papier, là, quand tu vas pisser. Avec le gars qui te vend des palettes Mars, là. Ouais, exact. Avec du push-push. Ouais, c'est ça. Du push-push à vrai, là, qui te vend de la gomme, là. Ouais, bon. Non, pas tant. Ça, c'était une toilette bien ordinaire. OK. Une toilette version Coachella. Ouais. Parce que les billets sont... Ben là, elle a dû être plus propre, là. Ouais, ben peut-être. Oui, peut-être. Ça au marathon, au triathlon du lac William. Ben oui. Puis en plus, c'est tout du monde en santé là, qui vont là. Ouais. C'est des triathlètes. Tu sais. Il y a personne qui s'abrosse dans cette toilette-là. Là. Fait que... OK, c'est ragoûtant. Donc, ils se sont fait voler une toilette chimique. Le statut Facebook, ça c'est fabuleux, vient avec une photo de la dite toilette. Qui a pris une photo de la toilette avant qu'elle se fasse voler? Moi, cette question-là, je n'y répondrai jamais. Je me dis, ils l'ont mis là, ils ont pris une photo au cas où de quoi? Ouais, ben peut-être c'est comme DoorDash là, ou Amazon. Tu sais, ils livrent, ils font une photo, puis ils s'en vont, puis là, tu reçois une petite notification. Hop, ta toilette a été livrée. Oui, ou peut-être que la toilette qui était sur le statut Facebook était... Ben, c'est sûr qu'elle avait l'air d'être une toilette dans la savane. Ouais. Toilette générique. Ouais, mais elle avait l'air d'être dans la forêt. Fait que j'avais supposé que c'était vraiment cette toilette-là, ouais. Mais peut-être que c'est juste une photo de toilette pour montrer à quoi qu'elle ressemble. Peut-être un ours qui est parti avec. Peut-être. On sait pas. Tu sais, qui hiberne puis qui veut se faire comme un petit... une espèce de garçonnière pour hiberner. C'est pas fou, ça. Le statut Facebook vient avec la photo de la toilette et on dit qu'elle était au coin du 10e rang et du chemin Gosford. Juste pour ceux qui connaissent la place, je veux juste préciser. Puis elle a disparu. Donc, la municipalité est à la recherche de la dite toilette parce que l'organisation est un organisme à but non lucratif. Dommage. Elle n'a pas d'argent pour rembourser ça. Là, c'est super poche. Je ne sais pas comment ça vaut, mais ça doit coûter cher. Puis donc, le statut Facebook se lit comme suit. Un fait inusité s'est produit dernièrement. La toilette chimique est disparue. Si vous avez été témoin ou victime de ce vol, la toilette, manifeste-toi, s'il vous plaît.
Victime. Victime de ce vol. T'sais, si jamais vous êtes la toilette, là, défais tes liens puis viens-t'en cours. C'est peut-être la personne qui fait la danse de Saint-Guy à côté de où ce qui est supposé d'être la toilette puis qui attend qu'elle revienne. Oui. Elle, c'est une victime. C'est la première victime. C'est sûr que quand ça fait 3 gourdes d'eau que tu bois, t'arrives, il n'y a pas de toilette. Ouais, c'est ça. Pauvres personnes qui font le triathlon, là, qui ont tellement hâte de se rendre à Saint-Ferdinand, c'est ça? Pour finalement qu'il n'y ait pas de toilette. C'est super poche. Si t'es un gars, tu fais pipi dans le bois. Là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui check tout le monde, fait comme non, pisse pas dans le bois. Tu penses? Ben là, tu penses qu'il y a une petite police à Saint-Ferdinand qui empêche le monde de pisser dans le bois? Toute une organisation. J'espère que non. Et sous le statut Facebook, il y a des commentaires savoureux, comme celui de Mathieu Cartier. Je le dis parce que je veux qu'il y ait le highlight de le shout-out. Oui, le shout-out de ça. Il écrit « Elle est disparue sans laisser de traces. » Oh, c'est génial. Bodoum. Et voilà, donc c'était notre toilette qui est disparue. C'était notre premier vol inusité, notre champion de la semaine. Je doute fortement qu'il y ait un suivi là-dessus, mais... Sait-on jamais? Sait-on jamais? Moi, je me suis abonnée à la page Facebook de Saint-Ferdinand en me disant, mon Dieu, je veux le savoir s'il trouve la toilette. Ouais. Donc, je vous tiendrai au courant si jamais, ou si quelqu'un d'autre est victime d'un vol de toilette. Et c'est surprenant parce que en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Ah oui? Oui, donc je vous tiens au courant de tout ce qui est vol de toilette. C'est mon dossier. J'en prends charge complète. Tu sais, savoir qu'est-ce que tu fais avec, surtout, là. Tu sais, faut-tu la revendre, / je sais pas quoi, là. Ah. Parce que, tu mets pas ça chez vous, ça pue. Fait que tu mets ça dehors. Là. Si tu la laisses dehors, tu vas te faire découvrir, en tout cas. Ben, c'est parce que les compagnies qui font la location sont aussi chargées de la vider, là. Je veux dire, ça vient avec un entretien, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ridicule. C'est soit une erreur. Tu sais, ça se peut que la compagnie soit venue la chercher peut-être, puis c'est vraiment une erreur, puis qu'elle s'en est pas rendu compte, parce que qu'est-ce qui ressemble plus à une toilette chimique qu'une autre toilette chimique? Fait que moi, je pense que c'est une erreur comme ça, mais l'avenir nous le dira. On vous tient au courant de ce dossier très sérieux. Voilà. Et dans le même thème de vol inusité, de quoi tu nous parles aujourd'hui? C'est plus impressionnant, mais c'est moins inusité, je te dirais. OK, ben je t'écoute. Qu'une toilette chimique. À Saint-Ferdinand. Ouais. Oui. Donc, je remets mon chapeau de nerd aguerri ou de geek. Mais mon Dieu, c'est comme ça. Pour te parler. C'est comme ça que je tombe en amour avec toi, moi. Fait que remets ça, ce chapeau-là. Pour te parler d'informatique et de jeux vidéo. Yes! Et particulièrement d'un groupe de jeunes qui se sont, au fil du temps, fait appeler le groupe Xbox Underground. OK. Fait que, attache ta tuque, il y a plusieurs acteurs sur plusieurs années. Puis, arrête-moi quand tu veux, poser des questions techniques si jamais tu vois que ça n'a pas d'allure. Tu le sais que moi, j'en ai des questions techniques. Oui. Oui. On est là pour ça. C'est bon. Pas pour rien qu'on le fait en 2 épisodes, c'est parce qu'on veut comprendre. Ouais. OK, vas-y. Let's go. OK, fait que je vais commencer mon histoire avec la personne que j'ai choisie pour être le personnage central, là, pour être capable de nous aider un petit peu, c'est-à-dire David Pokora. Pokora. David Pokora, qui est un Ontarien, qui est né en 1992. Oh, excuse-moi, c'est un cas canadien? Non, c'est un petit peu partout. Okay. Il y a du monde du Canada, des États-Unis et il y a même quelqu'un d'Australie. Super. C'est des hackers sur Internet, donc ils sont moins liés par, un lieu par le géographique. Quartier. OK, fait que David Pokora. David Pokora. Oh, excuse-moi, Pokora. Ouais. Donc, dès sa jeune enfance, c'était un petit crack informatique. Là, il aimait beaucoup s'intéresser au code informatique, à la programmation, aux jeux vidéo aussi. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, son père lui achète une Xbox de Microsoft. Okay. Donc, ça a été, c'était pas sa première console, mais c'était la première où il a vraiment commencé à s'intéresser au fonctionnement de la console. Fait que, au début, il jouait un petit peu à des jeux, tout ça, mais rapidement, il s'est intéressé. Fait que je vais vous parler un petit peu de la première Xbox, juste pour faire un petit peu de contexte. C'est la première console, en fait, le premier pas que le géant Microsoft fait dans l'univers des consoles de jeux vidéo.
Je savais, moi, je suis perdue. Je savais même pas que c'était par Microsoft, Xbox. OK. C'était rendu je l'ai tout noté, la 5e, c'était la 6e génération des consoles de jeux. Okay. Et Microsoft sont rentrés cette année-là avec la Xbox. Microsoft connu beaucoup pour tout ce qui est PC, oui. Windows, puis Office, tout ça. Donc, leur première console, c'était un PC, fait qu'un ordinateur personnel un peu modifié là, pour être capable d'optimiser pour la performance puis les jeux vidéo. Donc, rapidement, la première Xbox a été piratée par des gens sur Internet. Et suite à ça, dans le fond, n'importe qui pouvait faire ce qu'il voulait avec leur console Xbox. Okay. Fait que, jouer à des jeux copiés, principalement, mais aussi faire rouler n'importe quel autre système d'exploitation que celui qui avait la Xbox, modifier le look, jouer à des jeux de Nintendo sur ta Xbox. Oui. Plein de choses comme ça. Fait que une fois que c'était débloqué, tu faisais ce que tu voulais. Et David, il s'est intéressé avec sa Xbox piratée à faire des modifications de jeux vidéo comme le jeu Halo, qui était un des gros jeux forts de la Xbox. Oui. On est en quelle année? Là, c'est début de la Xbox, je dirais 2002 peut-être. 2002 à peu près. OK, parfait. On est dans ces eaux-là. Ouais. Donc, David va commencer à se faire la main, dans le fond, à programmer des modifications de jeux vidéo, à créer des cheats aussi, là, des codes de triche, là, ou des modifications de jeu pour être capable de tricher, comme être invincible dans le jeu, oui. De débloquer tous les tableaux ou toutes les armes, oui. Des affaires comme ça. Fait que c'est... La modification, c'était pas hyper compliqué, mais lui, il s'intéresse beaucoup à ça. Puis il va commencer à échanger sur des communautés en ligne de gens qui ont des intérêts similaires à lui, à faire des modifications de jeu ou à créer des choses comme ça pour la Xbox. Super. En 2005, donc quelques années plus tard, Microsoft va participer maintenant à la 7e génération de consoles de jeux vidéo. Donc, ils lancent leur 2e version de Xbox, la Xbox 360. Mm-hmm. Fort de leur expérience avec leur première console qui a été piratée comme hyper rapidement, ils ont investi vraiment beaucoup d'argent à protéger l'interface ou l'environnement de la Xbox 360 pour pas que le monde puisse la pirater puis modifier des affaires aussi facilement. C'est ça, parce que ultimement, le piratage amène les gens à ne pas payer pour les jeux. Ouais, exact. La compagnie fait de l'argent sur la console, mais elle fait de l'argent sur les jeux. Tu sais, un piratage, un code qui te rend invincible, je suppose que c'est plate, là, tu pirates le jeu, mais c'est une chose. Un code qui permet de jouer à des jeux gratuitement, ben là, ça, c'est carrément de l'argent de moins dans les poches de Microsoft. Ouais, c'est ça. Okay. De Microsoft et, tu sais, généralement, tu veux que les tierces parties, les développeurs développent des jeux pour ta console. Oui. Eux, ils font ça pour l'argent. Donc, si au final, personne n'achète les jeux parce que ta console est piratée, ben il n'y a juste plus personne qui va perdre de l'argent à faire des jeux pour ta console. Exact. Et toi, tu n'en vendras plus non plus. OK, super. Donc, David va se procurer la nouvelle console de Microsoft, là, la Xbox 360. Mais maintenant, il est un petit peu confiné parce que tu peux plus faire comme il faisait avec son ancienne console puis modifier des jeux ou pirater ou peu importe. Oui. Va entrer en scène un autre personnage qui fait pas partie du groupe Xbox Underground qui faisait à l'époque partie de la communauté là, de ceux qui modifiaient des Xbox puis qui s'intéressaient au fonctionnement puis au piratage, des choses comme ça, mais c'est pas un personnage dans le groupe de Xbox Underground que je vais parler aujourd'hui. Mais il est très important, il s'appelle Rody. Puis lui, il a 38 ans. Lui il est plus vieux. Ouais, lui il est plus vieux. OK. Lui, il reste tout près d'un centre de recyclage d'électronique. OK. En Californie. Et c'est un centre où il récupère des pièces souvent fonctionnelles de consoles de jeux ou de toutes sortes d'affaires électroniques, mais il sait que lui, sur place, ils ont beaucoup de consoles de Xbox et Xbox 360. Et lui, ce qu'il veut, en fait, c'est aller voir sur place pour être capable de récupérer des pièces pour après réparer des Xbox,
puis jouer avec, là, lui sûrement il fait ça là, dans la vie là. Tu peux prendre des Xbox brisés, les réparer, changer les pièces puis les OK. Mais lui, il fait juste rester proche de ce centre-là. Ouais, c'est ça. Lui, il reste près du centre, puis il a entendu parler que là, il y avait beaucoup de pièces de rechange, puis qu'il voulait aller voir s'il pouvait faire une entente pour aller en acheter. OK, super. Ouais, fait qu'il va se rendre sur place pour essayer justement de mettre la main là-dessus. Mais à sa grande surprise, en faisant le tour de la place, il va découvrir qu'il y avait des piles dans ce qui était prêt à être détruit de kits de développeurs et de complets et de pièces séparés pour les kits de développeurs de la Xbox 360. OK. Qu'est-ce qu'un kit de développeur? Ouais, fait qu'un kit de développeur, c'est en fait une console qui est créée par Microsoft et qui est donnée ou louée ou vendue, là, je ne sais pas exactement le détail, aux créateurs, aux compagnies qui vont créer des jeux vidéo. Fait que c'est principalement la même console que tu vas retrouver sur le marché, mais elle va être complètement ouverte, c'est-à-dire tu peux rouler n'importe quel jeu que tu veux. Il n'est pas obligé d'être comme signé ou authentifié par Microsoft pour rouler sur la Xbox. Donc, tu peux, avec ces kits-là, rouler n'importe quel jeu, n'importe quel logiciel sans restriction. Et c'est une console qui n'est pas disponible sur le marché. Non, c'est pas disponible. Pour avoir une console comme ça, il faut vraiment que tu passes à travers un processus rigoureux avec Microsoft. Tu te fais vêter là, ta compagnie, tu as un audit de ta compagnie, faut que tu signes des NDA, là, des Non-Disclosure Agreements. Là, OK, oui. Qui te gardent au secret là, pour pas révéler des secrets ou des trucs ou n'importe quoi qu'il pourrait avoir là-dessus. T'sais. Principalement, c'est comme si... le parallèle peut-être un peu mauvais qu'un auto là, parce que n'importe qui peut ouvrir le capot, là, mais c'est vraiment comme si je te donne accès à tout modifier qu'est-ce que tu as dans ton moteur. Mm-hmm. En réalité, les compagnies font pas vraiment ça. Là. Il y a des secrets, il y a des affaires là-dedans. T'sais. Oui, c'est ça. Mais là, il y a des kits. Sûrement que Microsoft vous laisse débarrasser. Ouais, c'est un centre de recyclage. Fait que s'ils ont dû avoir, peut-être qu'il y avait une nouvelle version, peut-être qu'ils en avaient créé beaucoup trop, peu importe qu'est-ce qui est arrivé, mais les autres, ils ont dompé ça là-bas. Puis il y a quelqu'un du centre qui s'est dit, moi, je vais vendre les pièces tant qu'à les détruire comme on m'a demandé pour faire un petit peu de cash sur le side. Ben oui. Puis il a dû vendre ça en lot à la personne, à Rody. À Rody. Ouais. Qui, lui, va se ramasser avec des milliers de kits. Au final, oui. Ouais, à travers le temps, puis en faisant plusieurs voyages, là, je suppose, de truck, là, il va se ramasser avec des milliers de pièces /kits complets qu'il va distribuer à l'intérieur de son cercle d'amis, mais qui va se mettre aussi à vendre sur Internet pour un profit. OK, fait que, mettons, comme ce Marketplace ou Kijiji, il se met à vendre des kits de développeurs de Xbox, non disponible sur le marché, c'est une pièce de collection, là, c'est hot, là. Le monde devait se battre pour avoir ça. Oui, mais en fait, ils ne voulaient pas faire trop de vent non plus, là. Tu commences pas à afficher ça sur Marketplace, tout ça, parce que Microsoft ne veulent pas que tu ailles ça, là. Fait que tu ne veux pas te faire pogner. Fait que il va distribuer ça à son cercle d'amis, puis à travers les différentes communautés de Xbox, là, de monde qui se connaissent. De bouche à oreille. De bouche à oreille, va finir par en vendre sur Internet. Et c'est comme ça que David Pokora va entrer en contact avec Rody pour acheter un premier kit et va en acheter plusieurs par la suite. OK, parfait. À Rody. Il va en acheter pour sa collection personnelle, pour ses amis aussi, les autres membres éventuellement du groupe Xbox Underground dont je parle. Et il va aussi en revendre sur Internet pour se faire un peu d'argent. Fait que, il va les revendre à coût de entre 1000 et 3000 $ la console. C'est une console qui, dans le temps, se vendait peut-être dans les alentours de 500 $. Puis là, la console comme ça, trouvée dans un centre piraté, ben la console de dev, là, dans le fond, c'est même pas piraté, là, c'est complètement, complètement ouvert. Faite de même. Ouais, c'est ça. Va les revendre entre 1000 et 3000 $ sur Internet. Oh, wow. Fait que Rody, ça fait un beau paquet de cash. Rody se fait un beau paquet de cash, puis l'autre personne aussi, alentour de lui, va en acheter à Rody et il va les revendre encore plus cher. Je comprends. Il y a un middleman à quelque part. OK. C'est comme ça que David va faire la connaissance de deux autres personnes qui vont être dans le groupe Xbox Underground. Justin, qui vit dans le Delaware, et Anthony, qui vit en Californie. OK.
Fait que Justin et Anthony. Ouais. C'est nos nouveaux amis qui font partie du gang. Du gang de Xbox Underground. Ben, je dis ça d'un coup qu'on a des amis français qui nous écoutent. Oui. Fait que faut des fois, tu dis la gang, là, ils font partie du gang. Le gang. Exact. Underground. Xbox Underground. OK, parfait. Ouais. Va s'en suivre la découverte de PartnerNet. Fait que je t'explique. La cerise sur le Sunday, en fait, pour David et ses amis, c'est la découverte sur la console de dev de PartnerNet. Fait que PartnerNet, c'est un peu comme le service Xbox Live qui existe sur les consoles commerciales, c'est-à-dire c'est un réseau fermé là, à travers les consoles Xbox sur Internet. Un peu comme un store là, sur ton téléphone, Apple Store là, ou l'Android, où ce que tu te connectes, tu peux acheter des jeux vidéo. Fait que tu peux acheter directement les jeux sur l'Internet. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir le CD, mettons. C'est là que tu télécharges les mises à jour pour les jeux. C'est à travers ça que tu parles à tes amis sur la console. Fait que tu sais, ta friend list sur l'Xbox Live, que tu joues tes jeux en ligne, c'est à travers tout le Xbox Live. Fait que c'est un portail. C'est un portail, ouais. C'est un portail, donc un genre d'intranet transactionnel aussi. Ouais. Et un réseau social. Et réseau social aussi, ouais. Parfait. Fait que quand tu as une console Xbox, tu peux aller là-dessus. Tu vas sur le Xbox Live. Tu vas sur le Xbox Live. Ouais. Parfait. Les consoles de dev, eux, étaient connectés au PartnerNet. Fait que en traduction libre, là, c'est comme le réseau partenaire. Fait que c'est tous les compagnies de développement de jeux vidéo qui, à travers leur console de dev kit, se connectent à un service semblable à Xbox Live pour tester en ligne leurs jeux vidéo, pour partager à travers la compagnie les jeux vidéo avant qu'ils soient sortis officiellement. Ouais. Fait que les versions bêta, les versions de test, des choses comme ça. OK. Fait que là-dessus, il y a des bijoux, là. Ouais, c'est ça. Il y a, excuse-moi, non accessible au public. Tout à fait. Fait que excuse-moi, comment il s'appelle le fameux dev? PartnerNet. PartnerNet. Sur ce réseau-là, il y a des choses que personne ne peut voir, sauf si tu as vraiment développé un jeu. Exact. Est-ce que les compagnies mettent là-dessus peut-être des versions, comme tu disais, bêta, donc des versions de jeux pas relâchées sur le marché? Avant leur sortie. Avant leur sortie. Mais c'est gros, là. Ouais. Fait que, tu sais, David et ses amis et tout le reste du monde qu'on connaît pas qui avait accès à ça, vont être capables de se connecter là-dessus et accéder à des jeux avant leur sortie. OK, fait que juste parce qu'il y avait la console de dev, ils pouvaient se connecter sur le portail. Ouais. C'est comme si le mot de passe puis le nom d'utilisateur, il était comme... C'est ça, ça donnait accès à ça. Déjà logué, là. Ouais. Voulez-vous vous connecter automatiquement? Oui. Fait que là, eux autres, eh ben là, my God, ça veut dire que ils lancent une nouvelle version. D'habitude, c'est super top secret, là, les versions de jeux. Ouais. Et là, tout le monde qui avait une console de dev, quelques centaines de personnes, là, je suppose, avaient accès à ça. C'est ça. Ils vont s'en rendre compte? Éventuellement, les compagnies s'en rendent compte, mais ils pouvaient pas faire grand-chose. Puis, il y a une histoire, là, il y a une petite joke, là, il paraît que la compagnie Bungie, là, qui fait le jeu Halo, justement, à un moment donné, savait qu'eux se connectaient puis jouaient à leur jeu. Puis, il avait mis un genre de message là, quand tu te connectais sur le serveur pour dire, tu sais, le piratage, c'est mal ou des choses comme ça. Ouais. Pour les shamer. Winners don't hack, je sais pas trop quoi. Ah ouais, pour les culpabiliser. Ouais, c'est ça. Fait que, eux autres, là, c'est des kids là, quand même. Là. Xbox Underground, là, c'est pas... au final, ils ont fait des vols, là, mais ils font ça, puis ils reviennent de l'école, puis leurs amis ils rentrent à la maison, puis ils jouent à des jeux qu'ils seraient pas supposés de jouer, puis ils trippent en gang à faire ça. Fait qu'ils vont télécharger des dizaines de jeux en bêta, fait que, avant leur sortie. Parce qu'à date, oui, là, c'est illégal en quelque part, mais ça fait pas mal à grand personne. Non, c'est ça. Ultimement, je veux dire, ça peut être beaucoup d'argent pour des compagnies, là, mais non, il n'y a pas vraiment de victime directe. Là, non, c'est ça. On n'est pas dans un cartel de drogue qui tue des millions de personnes. Je veux dire, comme tu dis, c'est une gang de kids qui jouent à des jeux avant leur sortie puis qui capotent. Ouais. C'est ça. OK. Fait que l'accès à PartnerNet et aux consoles de dev, ça redonne à David la possibilité de refaire ce qu'il aimait beaucoup, de modifier des jeux.
Ben oui. De faire des mods là, pour ses jeux vidéo préférés. Puis Anthony aussi, que je disais là, qui était embarqué dans le groupe, va y aller avec David, puis les deux vont commencer à modder des jeux encore là, comme Halo et Call of Duty, qui étaient vraiment deux gros jeux, là, deux géants de la console. Quand tu dis modder, c'est modifié. C'est modifié, ouais, pour encore une fois, débloquer tous les... tout ce qui... t'es bloqué ou d'être invincible, avoir tiré tout le temps dans le mille, des choses comme ça. OK, mais il faut quand même des compétences là, de programmeur, à quelque part, un peu. Là, je veux dire, c'est pas du monde qui font le jeu Halo, mais il faut quand même que t'aies... C'est hot, là, faire ça. Ça te prend une très bonne compréhension du code puis de comment ça fonctionne, les jeux. Là. Toi, es-tu capable de faire ça? Non, OK. Juste savoir. Non. Je me demande encore comment je vais faire ton son pour le champion de la semaine. Ah, j'ai confiance en toi. Ouais, on va y arriver. Ouais, c'est ça. Fait que je dois être plus geek que nerd parce que je suis pas très bon. Pour programmer. Ouais, c'est ça. OK. Je pense qu'un nerd, il faut que tu sois comme bon. Un geek, t'es juste comme intéressé. Quelque chose dans le même. Ah, OK, je comprends. Ah, mais c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis? Faudrait que je fasse plus de recherches là-dessus. Là. OK. On s'en parlera. On s'en parle. C'est ça. Fait que mais encore une fois, un peu comme la vieille console Xbox là, que je te disais, tout le monde l'avait piraté. Fait que tout le monde pouvait jouer à ces modifications de David. T'sais. Mais il fallait que tu aies une console de dev. Mais là, maintenant, la 360, si tu veux bénéficier ou t'amuser avec les modifications que lui a faites avec Anthony, ça te prenait une console de dev. OK. Fait qu'ils vont continuer à partager ça dans leur très micro-communauté de personnes qui ont des consoles de dev, vont continuer à s'amuser avec le code comme ça. Ça va durer quelques années, de 2005 jusqu'en 2009. Oh wow! Où ce qu'en 2009, finalement, un autre groupe de hackers par rapport à nos amis ici vont finir par trouver comment modifier la Xbox 360 et la pirater pour être capable de jouer n'importe quoi. OK. Fait qu'ils avaient appelé ça dans le temps, je sais pas si le monde s'en rappelle, là, c'était la JTAG. C'est une espèce de puce là, que tu pouvais mettre. Là. Il y avait différentes versions. Là. Il y en avait, en tout cas, fallait que tu connectes sur un ordi. Il y en a d'autres, c'était une puce que tu soudais là, sur ton Xbox. Mais bref, 4 ans après sa sortie, la Xbox 360 est hackée et tout le monde, ou presque, une grande majorité du monde qui capote sur les consoles, tout ça, vont aller modifier leur console puis maintenant être capable de jouer des jeux piratés, avoir accès aux mods qui existent pour des jeux comme Halo puis comme Call of Duty. Parce que la puce que tu parles, elle est disponible. Tu peux l'acheter en ligne, mettons. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est un peu sketchy. Là, des fois, sur eBay, ils font la même. Là, ils vendent pas ça chez Walmart. Là, mais, non. Mais il y a moyen de s'en procurer et de modifier ta console. Ouais. Fait que c'est comme c'est plus large. Le public large peut finir par trouver une chip puis modifier sa console. Ouais, c'est ça. Avant, c'était juste David puis sa gang. Ben avant, en fait, c'est que ta console commerciale ne se modifiait pas. Ça te prenait une console de dev. Ah oui, je comprends. Puis ça, c'était restreint, là. Ouais. C'était quelques centaines de personnes. Ouais. OK. C'était pas accessible à tout le monde. Donc, David et Anthony, ils flashent, eux autres, ils font comme « Oh, mais maintenant que tout le monde a accès à ça, ils ont une belle idée pour monétiser leur talent. Mm-hmm. » Donc, avec toute l'expérience qu'ils ont acquis dans la modification et avec les nouveaux, l'accès au PartnerNet aussi qu'ils ont, ils vont décider de créer des serveurs pour le jeu Call of Duty. Et ces serveurs-là, en fait, vont donner accès à toutes les cheats possibles. OK. Et ils vont vendre les accès allant jusqu'à 100$ pour jouer pendant 30 minutes sur des serveurs piratés. Wow. Pour que le monde qui se connecte là-dessus peuvent être invincibles, avoir des balles à l'infini, courir super vite, sauter super haut, pour être capable de cheater le jeu. T'sais. Pour ça, il faut-tu que tu aies une console de développeur? Non, ça prend... En fait, eux, pour hoster, comme pour créer un serveur piraté, oui, eux, ça leur prenait ça, mais n'importe qui, par la suite, pouvait se connecter avec leur console piratée. C'est leur console normale, mais piratée, puis se connecter là-dessus. À leur modification. Ouais. Fait qu'eux autres, ils prennent un jeu qui existait sur le marché, ils le modifiaient d'une façon cool. Ouais. Puis ils donnaient accès aux gens qui avaient une console modifiée, mais là, c'était comme ben du monde. Ouais. Ils disaient, tu peux venir puis jouer à mes modifications. Puis ils chargeaient jusqu'à 100$ pour 30 minutes. Wow! OK. Ouais. Ça, c'est comme si... Tu sais, parce que moi, mettons, j'ai joué à Mario Bros, là.
Fait que c'est comme si t'avais une étoile dans Mario Bros. Tout le temps. Tout le temps. Ça te coûte 100$ pour 30 minutes. Ouais. Moi, je capote pas de temps. Il doit y avoir du monde qui capote. Ouais, c'est ça. Mais C'est là, parce que quand tu joues tout seul, c'est une affaire, mais là, tu joues contre 20 autres personnes. Fait que, tu sais, si t'es capable d'être invincible puis de détruire tout le monde. Puis de passer un monstre que, mettons, tu peux jamais passer. Genre. Mais là, après ça, cette avancée-là, tu la gardes. Bon, ça marche pas tout à fait de même, là, mais mettons. Là, peut-être. Ouais. OK, je comprends. Non, mais je comprends le but dans le sens que si vraiment tu bugs à quelque part, tu payes, ça peut te déboguer le jeu. Ouais, aussi, ben en fait, c'est plus des jeux compétitifs un contre l'autre. Là. Fait que c'est, je sais pas moi, 20 personnes, 30 personnes qui se tirent un sur l'autre. Puis tu gagnes la partie quand c'est toi qui as le plus de kills. Tu sais, que tu as mais plus de quand personnes. tu gardes la partie, des fois, ça te donne des équipements, ça te donne... Ouais, c'est ça, tout à fait. Fait que ouais, ça te peut-être. donne quand même une avancée là, Ouais. d'avoir payé. Là. Ouais. C'est pas correct, c'est mal, mais t'as une avancée. OK, Ouais. je comprends. Fait que les deux pouvaient se faire jusqu'à 8 000 $ par jour avec cette stratagème-là. Ben voyons Ouais. donc! À aller chercher du monde. Ben vite de même, c'est 80 personnes, ça fait bien du sens. Ouais, c'est ça. Puis ils sont même finalement il paraît qu'ils ont même engagé des employés pour être capables de gérer la demande là, parce que Wow! Ouais. Ils vont éventuellement se faire détecter par Microsoft et Activision, qui était le développeur du jeu à ce moment-là, mais ça va jamais aboutir à rien. Là. Je pense qu'ils ont reçu des menaces ou des affaires comme ça, mais bon, ils ont jamais été plus loin que ça. OK. L'année suivante, en 2010, maintenant, Justin du Delaware, qu'on a parlé tantôt. Après avoir joué à une version piratée avant la sortie du jeu Forza 3, qui est un jeu de course là, sur la Xbox Live, il va se faire bannir son compte Xbox. Ouais. Son gamer tag, là, il se fait bannir. Oui, parce qu'il n'a pas le droit. Non, c'est ça. Il s'est fait comme pogner. Ouais. Puis là, Microsoft a dit, tu sais, ils n'ont peut-être pas engagé de poursuite, mais ils ont fait, tu viendras plus. C'est ça, ils ont bloqué son compte. Ben ouais. Lui, un peu fâché de ça, il va apprendre cette année-là que à la convention qui s'appelle PAX, qui est une grosse convention de jeux vidéo, le directeur du Xbox Live va être là dans un panel de questions-réponses. Oh! Et il va aller se pointer dans la file pour demander de façon un petit peu pathétique à se faire débloquer son compte gamertag, là, son compte Xbox Live. Fait que ça, c'est l'équivalent que mon compte Facebook a été fermé, puis là, je m'en vais à une place que Mark Zuckerberg, il jase, dès comme il fait une conférence, je fais comme, oui, mon nom c'est tel, puis j'aimerais ça que tu débloques mon compte. Seigneur! Ouais. Why not coconut? Puis c'est ça, va échouer lamentablement. Là. Le directeur va dire, ben t'avais juste à rien faire, à pas faire ça, puis t'aurais pas été banni. Fait que franchement, laisse faire ça. Mais oui. Mais bon, après sa lamentable échec, elle va, en se promenant sur le plancher, va voir une console de dev. Ah! Ouais, sur le plancher, dans un boot là, d'un développeur de jeu qui présentait un jeu attendu à l'époque qui s'appelle Breach. OK. Donc, il est toujours à la convention, là. Ouais, là, il est à la convention. Après, ça a été fait refuser de remettre son compte. Il se promène, puis il voit, dans le fond, une console de dev sur une table qui roule une version pré-lancement du jeu Breach, qui était un jeu attendu beaucoup, que le développement, le budget de développement était plus de 6 millions de dollars. Wow! Puis Justin fait comme, ça serait le fun, me semble, de partir d'ici avec quelque chose. Ben voyons. Fait qu'il va attendre que l'employé du boot sorte pour une pause pipi ou je sais pas trop quoi. Il va sauter par-dessus le comptoir, va brancher son laptop sur la console de dev et il va commencer à downloader le jeu Breach. OK, mais là, on est vraiment dans le cas d'illégal. Ouais, c'est là, comme, c'est Mission Impossible. C'est une petite coche de plus. Il y a comme une musique, là. Tu sais. Ouais. Parce que là, jusque-là, c'était des kids là, qui jouaient à des jeux c'est ça, trop de mais bonheur. Lui est un peu plus craqué. Ouais, Justin, t'es craqué. Justin, wow! Ouais. C'est juste un petit bandit. C'est juste un petit bandit, exactement. Et va à peine commencer à faire le transfert qui va se faire spotter par la sécurité. No Puis, shit. en bon joueur de jeux vidéo, je suppose qu'il n'a pas couru bien longtemps, il s'est fait rattraper par la sécurité. Ah, t'es plein de préjugés. Puis, après avoir essayé de trouver des excuses, les autorités vont finalement trouver la portion du code
volé là, du jeu transféré dans son laptop, puis ils vont l'arrêter. La compagnie Atomic, là, qui est le développeur du jeu Breach, va demander une enquête du FBI qui vont se rendre chez Justin et confisquer son matériel et l'accuser de vol industriel. Ben, là, Justin, c'était trop, là. Ouais. Oui. Et on n'entendra plus parler de Justin pendant un certain temps par la suite. Justin disparaît de la map. Justin disparaît un petit peu de la map pour l'instant. Mais on a toujours Anthony et David. Oui. Et qui vont se calmer un peu en attendant un petit peu voir si le FBI va parvenir cogner à leur porte. Mais après un certain temps, qu'il y ait de la visite de rien et qu'ils n'entendent aucune retombée de l'arrestation de Justin, ils vont reprendre un peu leurs activités. OK, parce que les autres, ils l'ont su, là, que Justin, c'était comme leur body, là, en ligne. Oui, là. c'est ça. Ouais. Fait qu'ils savent là, que Justin s'est fait pogner, puis en fait, oh merde, ça veut peut-être dire qu'ils vont venir cogner chez nous. C'est ça. Et finalement, pas pour l'instant. Personne. D'accord. Maintenant, on a Dylan, qui est un nouveau membre du groupe, qui va se joindre. Ils ont quand même tous des noms cool. Là. Ouais. On dirait Beverly Hills. Dylan, Justin, Ouais. Il en manque Anthony un en chaise roulante. David. Ouais. Excusez, c'est dans ma tête. OK, Dylan. Ouais, Dylan, c'est un Dylan? Australien et quand il rencontre le groupe, il a 14 ans. C'est lui aussi un fan de Xbox et de hacking. OK. Et il va contacter David, qui avait une réputation maintenant connue là, dans la communauté avec toutes les affaires qu'il faisait. Ça doit, oui. Il va entrer en contact avec David et lui dire qu'il a en sa possession une longue liste d'usagers et de mots de passe d'un forum où participent des employés de plusieurs grandes compagnies de jeux vidéo. Fait que lui, il a hacké un forum de discussion sur Internet et il a obtenu les informations des usagers. OK. Les noms, les adresses, toute l'information que tu peux rentrer quand tu t'inscris sur un site, dont le email, le user, le password de tous les usagers de ce forum de discussion-là. OK. Et à travers la liste, donc David et Dylan vont éplucher la liste et vont retrouver parmi les usagers des employés de Epic Games. OK. Epic Games. Epic Games, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très, très, très grosse compagnie, surtout maintenant, mais même à l'époque. C'était reconnu, maintenant, tu peux les connaître pour Fortnite. Ah, c'est ça, que ça me disait de quoi? OK, oui. Et d'autres jeux, là, ils ont acheté d'autres grosses franchises. Mais à l'époque, c'était les créateurs de Gears of War, qui était la grosse franchise de la Xbox, exclusif pour la Xbox, fait qu'il n'y avait pas ailleurs sur le PC, sur le Nintendo, sur PlayStation, il n'y avait pas ces jeux-là, c'était exclusif Xbox. OK, donc, ils ont les noms d'usagers et mots de passe des gens qui travaillent chez Epic Games. Ouais, mais qui sont pour un forum de discussion. Juste pour un forum de discussion. Ouais. D'accord. Bon, c'est ça, jusque-là. Ouais, tu sais, ça peut avoir une valeur, mais justement, tu sais, des fois, on pense que les hackers, c'est comme des cracks informatiques là, dans leur sous-sol, là, puis là, ils ont plein d'écrans, là, puis là, tu sais, ils font toutes sortes d'affaires vraiment compliquées. Mais en réalité, tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre les noms d'usagers, les mots de passe de ces personnes-là et les essayer ailleurs. Parce que le monde réutilise leur email ou nom d'usager et réutilise les mêmes mots de passe pour d'autres choses. Fait qu'à travers tout ça, ils ont réussi à rentrer sur les comptes genre Gmail de ces employés-là parce qu'ils utilisaient les mêmes mots de passe. Ah, ouais. Mettons sur le forum que sur leur Gmail. Et à travers tout ça, ils ont réussi avec ces usagers de Epic Games-là à rentrer sur le réseau de Epic Games. Oui, parce qu'à un moment donné, si tu as accès au email, tu peux resetter un mot de passe. Ouais, c'est ça, souvent. Exact. Ouais. Fait que c'est à travers différentes méthodes ou whatever, sans trop de difficultés, ils ont réussi à accéder genre au VPN de Epic Games. Donc, ils ont réussi à partir de leur ordinateur chez eux à se connecter au réseau de Epic Games. OK, fait que le réseau d'Epic Games doit avoir des petits bijoux là-dessus aussi, là. Ouais. Fait qu'ils vont passer un certain temps à entrer dans le réseau, vont passer des journées à faire le tour des dossiers, savoir comment ça fonctionne, à quoi est-ce qu'ils ont accès. Puis un bon jour, ils vont tomber sur le code source du Gears of War 3 plusieurs mois avant la sortie. C'est là qu'ils vont faire appel à un autre personnage du groupe Xbox Underground. Oh, qui s'appelle Sanad.
Ah. Ben, c'est super beau comme nom, Sanad, mais ça fait moins Beverly Hills, parce que dans ce temps-là, Beverly Hills, il n'y avait pas de Sanad. Maintenant, il y en a. Non, c'est ça, maintenant, il en met un. Lui, avait en sa possession un modem piraté de la compagnie Comcast. Fait qu'un modem câble pour se connecter sur Internet. Comcast, qui est un gros fournisseur d'Internet aux États-Unis. Avec le modem piraté, en fait, c'est que tu réussis à te connecter sur Internet, mais un peu de façon anonyme. Donc, tu sais, c'est... Parce que, mettons, ton modem, tu sais, t'es abonné, Bell, Vidéotron, peu importe. Fait que, tu sais, ton modem, t'as un compte à ça, tu sais, t'es connecté, ça t'identifie sur le réseau, ce que tu fais est monitoré, là, jusqu'à un certain point, là, tu sais. Mais avec ça, c'est comme si tu te connectes au réseau, mais de façon anonyme. Fait que t'as accès à tout l'Internet, mais Comcast te connaît pas, mais il te laisse accès quand même, tu sais. OK. Et là, parce que ça, je me disais, s'ils se font tracer sur le site ou le cloud de Epic Games, ils vont tout de suite les retracer. Ouais, c'est ça. Mais pas avec la méthode de Sanad. Ben, en fait, c'est quoi ça, le nom? Ouais, Sanad. Sanad. Ouais. Peut-être qu'il pourrait se faire détecter puis se faire couper, là, mais au moins avec ça, il se ferait pas retracer. C'est ça, ils sonneront jamais chez eux avec ça. Non, c'est ça, exact. Exact, OK. Fait que, en gros, là, ils viennent de trouver un jeu, puis c'est gros, là, c'est volumineux, un jeu vidéo. Oui. Fait que là, ils disent, OK, on va le télécharger, mais tu sais, je veux pas le faire avec ma connexion, ça va prendre trop de temps. Fait que, entre en contact avec Sanad à travers l'Internet, puis Sanad va finir par rentrer dans la gang du groupe Xbox Underground. Ils vont télécharger le jeu, et fou comme des balais, ils vont pouvoir jouer au jeu avant sa sortie, qui, paraît-il, était injouable. Parce qu'il manquait il manquait des textures partout. Ben, ça doit. Ton bonhomme, c'est pas un bonhomme, là, c'est un bloc carré qui se promène. Là, puis, c'est ça. les fusils sont pas là. Puis, mais il est pas prêt, le jeu. C'est ça. Si tu essaies de manger le gâteau que je fais 1 heure avant que j'aie fini de faire le gâteau, il sera pas mangeable non plus. Là. Mais les autres, ils étaient contents d'avoir accès à ça. Ouais. Puis ils le montraient à leurs amis là, proches, puis tout ça. Ils voulaient essayer de garder un peu un profil bas aussi, là, pour pas que ça sorte. Mais en se levant le lendemain matin, David va s'apercevoir que le jeu a été leaké, dans le fond, sur Pirate Bay. Oh, qui a fait ça? Ben là, ils savent pas. Mais tu sais, les seules personnes qui avaient accès à ça, c'était la gang de Xbox Underground. OK. Fait que il y avait les 3 personnes que tu nous parles, Dylan, David puis Sanad, mais il avait partagé un peu à sa petite gang, sa petite communauté, puis il y a quelqu'un qui est allé le mettre. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur Internet. OK, je comprends. Ouais. Fait que tu sais, le but de garder ça, c'était justement d'éviter que la compagnie découvre qu'elle s'est fait hacker. Mais hein? Et fait que là, ça tombe un petit peu à l'eau. Et effectivement, la compagnie va s'en rendre compte et va ouvrir une enquête avec le FBI. Et la façon que David et sa gang vont découvrir, et son gang, vont découvrir qu'il y a une enquête, c'est à travers les emails, justement, des personnes avec qui avaient accès les comptes Epic. T'sais. Oh my God. Ils voient leur courriel passer, ils font comme « Oh, tu sais, le FBI a ouvert une enquête. » Bon, ils vont rester tranquilles un petit peu. Le temps va passer, puis aucune répercussion. Puis ils ont encore accès même au réseau de Epic. Fait qu'ils vont continuer. Tantôt, j'ai fait un petit peu le pedigree de Epic Games. Oui. Mais Epic Games, c'est aussi le créateur du Unreal Engine. Ah. Un engine ou un moteur, en fait. C'est un logiciel qui permet de créer des jeux vidéo ou des logiciels, mais dans ce cas-ci, c'est des jeux vidéo plus facilement en assemblant un peu des blocs ou des modules qui fonctionnent déjà. Fait que tu n'es pas toujours obligé de recoder ou de refaire, dans le fond, de la programmation pour plein de choses dans un jeu vidéo, comme juste, je sais pas moi, la physique, le fait que il y ait de la gravité, que les objets tombent, ou de faire marcher ou sauter un personnage, ou même tout l'engin pour visuel là, pour la lumière, puis les ombrages, ou peu importe. Fait que Epic, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ce moteur Unreal Engine qui permet de créer des jeux vidéo et c'est utilisé par tous les géants de l'industrie. OK, donc c'est une machine qui permet de dire tu fais ton jeu vidéo à partir du début, mais des concepts comme la gravité, le reflet de la lumière,
courir vite, courir pas vite. Quand tu lances quelque chose, ça retombe en bas de l'écran. C'est des choses qui sont intégrées déjà. Fait qu'il te reste à développer la partie que toi, tu veux développer puis qui est différent des autres jeux. C'est ça. En fait, ça te permet plus de configurer ton jeu vidéo plutôt qu'avoir à développer un jeu vidéo. Okay. C'est-à-dire que t'as juste à créer une map pour ton bonhomme, de faire ton bonhomme, l'animation, tout ça, mais le fonctionnement du jeu va déjà être là. C'est ça. Tu as juste à dire, il court plus vite, il court moins vite, il saute plus haut, il saute moins. C'est un facilitateur. Ouais, c'est ça. Et tous les plus gros de l'industrie utilisent ça. OK. Fait qu'eux autres, ils font 1+1, là. Et ils vont se dire, si Epic Games, c'est le propriétaire de ça, probablement que sur leur réseau, à quelque part, il y a de l'information sur les compagnies qui payent des licences. Oui. Qui ont eux aussi des accès à Unreal Engine et qui, dans le fond, ils ont enregistré leurs accès à quelque part. Ah, OK, oui. Ouais. OK, parce que je comprends. Donc, il y a d'autres compagnies toutes les compagnies, les grands de ce monde ont accès à Unreal Engine. Donc, en ayant accès au portail d'Epic Games, possiblement qu'ils peuvent avoir accès à des compagnies. Exactement. OK, je comprends. Fait qu'en faisant le tour, ils vont finir par tomber sur une liste d'usagers et mots de passe des différentes compagnies qui accèdent à Unreal Engine. Oh, wow. Et un autre module, là, Scaleform, en fait, Scaleform, c'est juste utilisé plus pour faire des menus ou des choses comme ça. Là, OK. Mais pour c'est plus ou moins intéressant, là, mais c'est à travers ça qu'ils vont aller chercher une autre liste, encore là, plus grande, et avec le même processus de réutiliser les mêmes mots de passe, vont avoir accès à une myriade d'autres compagnies, dont Microsoft, Blizzard, Activision, Electronic Arts et même Valve. Là, je sais pas si tu connais Valve, non. mais c'est gigantesque. Là. C'est eux qui ont la plateforme Steam là, qui permet d'acheter des jeux vidéo. Tout ça. OK. Fait qu'ils ont accès à ouais. beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Ouais. Fait que tu sais, je ferais pas le pedigree ou le détail de toutes ces compagnies-là, mais c'est gigantesque. Fait que maintenant, il y avait accès à des centaines de jeux en développement, à d'autres réseaux internes de compagnies pour être capable de télécharger, bref, n'importe quoi. Des secrets industriels en veux-tu en v'là, là. Ouais, c'est tout ça. à fait. Ils ont accès à toutes les compagnies de jeux vidéo. Ouais. Sur le cloud, les présentations PowerPoint, ce qui s'en vient tout. Oh ouais, c'est ça. Okay. Tout à fait. Même que, tu sais, plus tard, là, on parle David, en fait, souvent, ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait, tu sais, sur il avait même accès comme aux webcams. Fait qu'il dit des fois, tu sais, il accédait aux webcams, puis il voyait le monde rentrer le matin au bureau. Wow. Puis là, tu sais, se dire allô, puis tout ça, puis des salles de conférence. Tu sais, l'espèce de webcam là, dans une salle de conférence, là. Fait que, tu sais, il était même capable d'accéder, tu sais, d'assister à des meetings de compagnie. Oui, exact. Ouais. Donc là, on a deux autres personnages qui vont rentrer, deux autres acteurs qui s'appellent Austin et Nathan. Donc, deux autres beaux noms de personnages. Austin et Nathan. On pourrait écrire le feed d'aujourd'hui au complet. Vas-y. Nathan est rentré dans le groupe Xbox Underground principalement en se faisant connaître aussi pour un exploit, là, d'avoir exploité une faille dans le jeu FIFA 2012 okay. où il était capable de créer de la monnaie virtuelle des FIFA Coins à l'infini. Wow. Les FIFA Coins c'était utilisé à travers dans le jeu, en fait. Tu pouvais pas les acheter, il fallait que tu les gagnes en jouant des parties. Okay. Ça te permettait de débloquer je pense des équipes ou des joueurs ou des chandails, des esthétiques, des affaires comme ça. Okay. Puis c'était comme pour récompenser le monde de jouer plus. Oui. Mais lui, il avait trouvé une faille puis il était capable de hacker ça. Entre autres avec les consoles de dev et tout ça. Mm-hmm. Et il était capable d'en sortir à l'infini. Fait que s'était fait connaître puis il était rentré dans le groupe un peu à cause de ça. Donc lui et Austin, parmi les compagnies qui avaient accès, donc toute la gang a commencé à aller regarder un peu dans les différents réseaux. Les autres sont intéressés à une compagnie qui était Zombie Studio. Zombie était dans le domaine depuis un certain temps, sans avoir sorti de méga succès, là. Mais c'est une compagnie bien établie. Mais dans leur réseau d'entreprise, Austin et Nathan, ils découvrent un tunnel encrypté. Fait que c'est comme un autre VPN à travers le réseau vers un serveur de l'armée américaine. Ah!
où ils hébergeaient pour l'armée américaine un simulateur de vol pour leur hélicoptère Apache. My God. Ouais. Fait qu'eux autres... Pas un jeu, là. L'armée américaine. Puis un vrai hélicoptère. Ouais. OK. Qui se retrouve, en fait, c'est ça, un simulateur de vol pour leur hélicoptère Apache qui se retrouve sur un serveur de l'armée américaine, mais qui est relié par un tunnel VPN au réseau de zombies. Et eux vont aller télécharger sur le serveur de l'armée américaine le simulateur de vol. Parce que les autres, c'est comme le jeu ultime, un simulateur de vol de l'armée américaine. Me semble que c'est pas une bonne idée. Ouais, là, ça commence à être... Pour une gang de jeunes qui veulent jouer à des jeux vidéo, ça commence à être un petit peu hardcore. Oui. Donc, nouveau chapitre, le début de la fin, justement. Ouais. Pour revenir à leur passion initiale, vu qu'ils avaient accès aussi au réseau de Microsoft, le gang vont commencer à fouiller à la recherche de trésors sur le réseau de Microsoft et vont tomber sur les plans prototypes de la prochaine console de Xbox. Ça doit, parce que ils en sortent une à chaque X nombre d'années. Mm-hmm. Et c'était, maintenant on la connaît sous le nom de Xbox One. L'ancienne génération, sont rendus encore une nouvelle génération maintenant. Mais c'était le nom de code Durango. OK. Donc, avec ces informations, le groupe va acheter des pièces d'ordinateur ou différentes pièces sur Internet et vont monter, à l'aide principalement de Nathan, vont monter leur propre prototype avec les mêmes types de pièces puis tout le kit que la Xbox nom de code Durango de Microsoft. Oui, parce que dans le fond, ils ont les plans. C'est ça, ils ont les plans, ils ont les specs techniques, tout ça. Fait qu'avec des moyens du bord, vont s'en monter un prototype. OK. Mais la console ne sert pas à grand-chose, puis bon, ça leur a coûté de l'argent acheter les pièces. Puis ils vont se décider à trouver un acheteur pour ça. Ah, OK. Et vont trouver finalement un acheteur sur une île de la côte africaine qui s'est entendu pour leur acheter leur prototype pour 5 000 $. Wow! Ouais. Et c'est Justin qui est revenu un petit peu dans le groupe à travers le temps. Justin qui volait, c'était le gars dans la convention. Ouais, qui s'est fait arrêter. Parce qu'il essayait de copier un ordinateur pendant que le développeur était sur son heure de lunch. Puis lui, il s'est fait arrêter. Ouais, OK, fait que lui, il est revenu dans le groupe. Ouais. C'est Justin qui? Excuse-moi. Justin, je sais pas. Je veux dire, tu m'as dit, c'est Justin qui va avoir la responsabilité de faire le shipping. Parce qu'entre-temps, il y avait... Justin s'était développé un petit talent pour la fraude. No shit. Ouais. Et avait des contacts à la poste, puis il s'est proposé auprès du groupe pour shipper la console en Afrique, parce que bon, ça coûtait sûrement super cher d'envoyer ça, tout le kit. Mais la console va jamais se rendre, finalement. Ah! Ouais. Puis, donc, finalement, au grand désarroi du groupe, ils ont jamais eu leur argent, puis ils ont perdu leur console. Ah! Ouais. Ils se sont dit, d'après moi, ils ont eu peur un petit peu, là, puis ils se sont dit, sûrement qu'ils se sont fait pogner, peut-être aux douanes, il y a peut-être... Le colis s'est fait stopper quelque part, puis oh là là, il pourrait remonter jusqu'à nous. Fait que là, ils ont eu un peu peur. Ouais. Alors qu'ils venaient de voler un prototype de l'armée américaine, mais moi, je dis ça de même du rien. Là. Moi, c'est juste ça me fait plus capoter. Tout à fait. Donc, Dylan, qui est un petit peu failé sur les bords, on dirait qu'il prend panique, va décider de construire un deuxième prototype de la console et va l'afficher sur eBay parce qu'il se dit, tant qu'à partir, je vais partir en beauté, puis on va se faire connaître pour de vrai. Va l'afficher sur eBay. OK. La console Durango, montée par lui, puis tout ça. Puis les enchères, pareil, ça a monté jusqu'à 20 000 $. Jusqu'à temps que eBay, sûrement à la demande de Microsoft, cesse l'enchère, puis tout ça. Mais maintenant, tu sais, le Microsoft est au courant de la faille et de leur problème de sécurité et qu'il y a quelqu'un dont la personne qui a mis ça sur eBay qui a accès à des secrets. Puis
ça fait un petit bout, il a même eu le temps de monter la console. Fait que il y a vraiment une faille, là. Ouais. Et le FBI va finir par rendre visite à Nathan. Mais personne ne sait trop qu'est-ce qui s'est passé avec Nathan et le FBI. Va disparaître un peu de la scène et va finir par déménager et se trouver un petit emploi tranquille. Fait, ce qu'on sait de Nathan à ce moment-là, c'est que l'FBI est allé chez lui avec des causes. Là, on l'a arrêté tout ça. Ouais. Ils savent pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il a comme arrêté de donner signe de vie, puis va déménager. Puis ce qu'ils ont entendu parler, c'est que c'était de trouver un emploi dans un petit studio de création de jeux vidéo. Est-ce que ça se pourrait que Nathan soit devenu délateur? Je sais pas. On sait pas. On verra pas. La suite bientôt. D'accord. Anthony, qui était aussi dans le groupe, là, qui faisait des modifications de jeu, va se dissocier un petit peu du groupe et va partir sa propre entreprise sur le side avec ce que Nathan avait créé, l'exploit pour les coins de FIFA, les FIFA coins. Et je vais en reparler un petit peu plus tard à la fin du cas. Ça, c'est qui, ça? C'est Anthony. Anthony. Ouais. Fait qu'Anthony et Nathan sont plus vraiment dans le portrait à ce moment-là. OK. Peu de temps après, on a un nouvel acteur qui va rentrer, qui est plus ou moins partie du groupe Xbox Underground, là, fait que c'est quelqu'un d'autre, mais qui va contacter David et va l'informer que lui a un badge cloné d'employé parce que son beau-père travaille chez Microsoft et qu'il s'est déjà procuré, a déjà volé, sans s'être fait prendre, un prototype réel de la console Durango, dans le code Durango. Fait que quand tu dis un badge, là, c'est vraiment la carte magnétique, là. Ouais. Pour rentrer dans la bâtisse physiquement. Parce que là, jusque-là, on hackait là, les portails et tout, mais à partir de chez nous, là, on parle de y aller physiquement. C'est ça. Possiblement prendre un objet et le sortir de la bâtisse. Tout à fait. On est ailleurs. Ça, c'est Arman. Et Arman, c'est ça, son beau-père travaille chez Microsoft et il a cloné sa carte magnétique et il est capable de rentrer. Il se met à une chemise blanche, là, puis des pantalons propres, puis il rentre, puis il n'y a jamais personne qui l'interpelle. Puis, à force de visiter puis de rentrer dans les locaux, à un moment donné, il a spoté une console. Il l'a sacré dans son sac, puis il est parti avec, puis il s'est jamais fait pogner. Wow! Là, lui, il a une console Xbox One, nom de code Durango. Et encore là, probablement, par réputation, va entrer en contact avec David et Xbox Underground. Oui. Et leur proposer de voler 2 autres consoles, mais une autre console pour eux, pour un montant, je pense, de 5 000 $, ou en tout cas quelques milliers de dollars, et des consoles de dev. Ah, ben oui. Qui voulaient avoir accès à PartnerNet et tout ça. C'est un troc. Il fait du troc. Finalement, David va négocier puis va demander de voler 2 autres consoles. Ah, fait qu'il l'a fait une première fois? Ben, en fait, il avait volé une pour lui-même. Okay. Puis là, il était prêt à aller en voler 2 autres pour ses amis de Xbox Underground pour se faire rentrer dans le game. Ce qu'il va réussir à faire. Fait qu'il va rentrer, il va mettre ça dans son sac à dos, va se repousser de là. Ouais. Puis Arman, c'était un gros fan de Microsoft. Son rêve, c'était de travailler là-bas. Puis quelques semaines avant, il avait appliqué chez Microsoft pour travailler là. Et va recevoir, à la suite de son vol, un appel de Microsoft lui demandant de rentrer pour une entrevue parce qu'on voulait le prendre comme pour faire de l'assurance qualité, là, faire un testeur de logiciel ou whatever. Il vient de voler. Ouais, c'est ça. Mais lui, il est super content. Fait que là, il met son habit, il s'en va, il rentre dans le bureau pour faire son entrevue, mais finalement, la police va l'interroger sur le vol qu'il vient de commettre. Il s'était fait pogner sur des caméras de sécurité. C'était un coup monté! C'était un coup monté pour le faire rentrer dans les locaux. Et, mais il faut être un peu épais pour commettre un vol. D'une compagnie que tu veux aller travailler pour. Puis leur laisser ton CV avec ton numéro de téléphone puis les moyens de te rejoindre. Ouais. C'est comme, excuse-moi, aparté, moi j'ai déjà travaillé au comptoir photo chez Jean Coutu et j'ai déjà une personne qui est venue me porter ses photos à développer, donc ça me rajeunit pas, là, on développait des photos et la personne m'a laissé son nom, son numéro de téléphone et a fait un vol en sortant. Oh wow. Fait qu'on l'a retracé, là. Ben ouais. Voilà, ça me fait penser à ça. Bref, la police va demander à Armand de rendre les consoles.
OK. premièrement. Oui. Ce qui va supplier ses collègues de Xbox Underground, donc David et un autre membre là, qui avait la console. Mais eux autres, ils ont juste dit, si j'arrête de répondre au téléphone, il va rien arriver. Ce qu'ils ont fait, et ils ont comme abandonné un peu Arman à la police et ont gardé les consoles de leur côté. Mais, c'est... Ouais. C'est ça. Puis non, ça, c'est pas leur meilleur ami, là. C'était un partenaire d'affaires. Ouais, c'est ça. Puis il s'est fait pogner. Après la transaction, là, c'est fini. Donc, je disais David et une autre personne, mais c'est en fait Austin qui s'était aussi procuré une chose. Et suite grâce aux informations que Arman va donner à la police, Austin va se faire arrêter par le FBI encore une fois. Oh! La police ou le FBI. Là. OK. Fait que là, Arman, il savait où le trouver, Austin. Ouais. OK, parfait. Sais-tu où trouver David? Pour l'instant, je pense que la police a commencé à faire un bon dossier sur tous les membres du groupe, mais c'est le début de la fin et là, tout s'écroule. Tout s'écroule. Fait on entre dans le monde qui se font pogner. Ah oui. Ouais. Nathan, qui s'était un petit peu fait oublier, qui s'était rangé un peu là, puis qui avait arrêté de faire des niaiseries, va se faire revisiter encore une fois par le FBI parce que maintenant, ils ont comme d'autres chefs d'accusation que juste l'affaire de console ou whatever pour lui. Donc, Austin et Nathan vont se faire arrêter encore et se faire accuser officiellement. Puis, le 4 décembre 2012, à 5h30 du matin, le FBI va défoncer la porte de l'appartement où Sanad et son père vivaient. À l'époque. Il dit que dans une entrevue sur un autre podcast que je mettrai en lien, là, il y avait une quarantaine d'agents du FBI qui envahissent son appartement. Sanad, lui, c'est qu'est-ce qu'il avait fait? Sanad, lui, il avait le modem piraté, mais à travers le groupe, là, il avait continué à télécharger des affaires, puis rentrer dans les réseaux, puis tout ça. Puis là, il s'est fait défoncer sa porte à 5h30 du matin. En fait, un raid. Un raid dans son appartement. Écoute, il est hors la loi, là, mais ça doit réveiller sur un moyen temps. Ouais, c'est ça. Dans l'entrevue, il est du moyen de rien, là, Sanad. Puis il disait que ses voisins, on dirait qu'il y avait une phase de genre, c'est comme s'il venait d'assassiner le président. Tellement qu'il y avait d'agents du FBI, puis que c'était le bordel. Mais bref, ils vont arrêter Sanad, puis saisir tout son matériel informatique. Puis Sanad mentionne qu'il y avait vraiment beaucoup de stock. Il y avait des douzaines de kits de développeurs. Le FBI a pris plus de 5 heures à tout inventorier. Et puis, après un certain temps, il était tanné de noter les affaires. Puis, c'était rendu qu'il faisait juste comme domper dans une boîte. Il faisait comme, ça, c'est une boîte de CD. Ça, c'est une boîte de microchips. Ça, c'est une boîte de... Oh my God! Parce que c'était tellement long tellement qu'il y avait du stock, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, pour rajouter un peu d'huile sur le feu, Dylan, qui était le gars d'Australie, qui lui est un petit peu crackpot, va découvrir l'identité du juge fédéral qui est responsable du dossier de Sanad et va le doxer sur Internet. Doxer, c'est quand tu publies des informations personnelles de quelqu'un sur Internet dans le but d'être capable de l'identifier, de la retrouver, puis que tu c'est une menace. Demandes, entre guillemets, au monde de faire quelque chose. T'sais. Oui, il habite à telle place, aller mettre le feu à sa maison, à la limite, c'est ça. Peut-être que tu dis pas directement, genre, aller faire du mal, mais tu fais juste comme, je laisse ça ici. Oui. Voici, C'est très menaçant pour quelqu'un qui a un emploi comme juge, avocat, policier, qui applique la loi, de savoir que les gens ont tes coordonnées, là. Oh là là, non, c'est pas cool. Puis ça arrive à beaucoup de monde, là, se faire doxer sur Internet, là, des YouTubers, des streamers. Oui. Mais c'est niaiseux, mais au Québec, c'est arrivé à Roxane Bruno. Mm-hmm. Il a fallu je pense qu'elle déménage parce que les gens venaient cogner chez eux sans cesse. Je pense pas qu'ils lui voulaient du mal, mais ça n'a pas de sens. Tu peux pas faire ça. Fait que oui. Suite à ça, Dylan, lui aussi, va voir la police australienne défoncer la porte de son appartement et va se faire arrêter. Ben oui. Dans son appartement, la police va retrouver plein de preuves. Il avait pris des photos de tout ce qu'il faisait tout le temps, là, de son prototype qu'il avait monté, des photos des hacks qu'il avait faites. Lui, on dirait qu'il gardait un gros dossier. Fait que c'était super facile pour la police après ça de ramasser ses affaires. Puis... C'est sûr que si tu prends un selfie de toi pendant que tu es contre la loi, ça va être facile de monter un dossier. Ouais, c'est ça.
Fait qu'il était bien content, mais la police, il avait pas nécessairement besoin de tout ça. Parce qu'il y avait déjà un bon gros dossier de montée sur tous les membres du groupe Xbox Underground. Il y avait plein de preuves, dont des transcripts de chat, de clavardage entre les membres du groupe. Le tout qui avait été fourni par une personne anonyme du Delaware. Fait que ça, c'est ce qu'ils ont retrouvé dans les documents de cours. Là. Ouais. Il y a un délateur du Delaware et on se rappelle, c'était Justin C'est ça. qui vivait dans le Delaware. Justin qui s'est fait pogner en premier Ouais. et qui est disparu tranquillement. Ouais, en fait, qui a eu comme aucune répercussion. Puis qui s'est Qui est revenu dans le groupe après ça. C'est Puis qui avait s'était porté volontaire pour faire livrer la console. Oui, Qui a mystérieusement disparu. c'est ça. Ouais. Ah, ça sent la délation, ça. Ouais. Ça sent le deal. Donc, tous les membres actifs du groupe, donc tout le monde sauf Anthony, qui avait quitté un peu le groupe, Oui. ont été arrêtés, sauf David également. David, il est canadien, puis le FBI, ils ont plus de difficultés à l'arrêter directement. David, lui, il est en amour avec sa Volkswagen Golf. Et il avait besoin d'une pièce de rechange d'un pare-choc avant, je pense. Mais le fournisseur, ce qui a trouvé son pare-choc, ne livrait pas au Canada. Donc, son ami Justin se porte volontaire pour recevoir la pièce chez lui, parce qu'il reste au Delaware, donc c'est pas loin de l'Ontario. Et rendu c'est un coup monté. rendu aux douanes avec son père en auto, David va se faire arrêter par des agents du FBI qui l'attendaient aux douanes. À cause de Justin. À cause de Justin, ouais. Oh my God, Justin, c'est ça, il a fait un deal, il a pas le choix. Ouais, effectivement. C'est ça. Ouais. Donc, David, Austin, Dylan, Nathan et Sanad vont se faire accuser officiellement de vol d'identité, de fraude électronique et association de malfaiteurs. Eh là là. On parle de vol évalué à plus de 100 millions de dollars américains. Ouais, c'est big. Mais c'est sûr que si tu voles une console qui est supposée avoir des revenus immenses, oui, ça monte vite, là. En secret industriel, puis en revenus perdus. Tout à fait. T'es Microsoft, là, t'investis des milliards de dollars en recherche et développement. Là. Puis là, il y a une gang de ticounes qui ils mettent tous tes plans sur Internet pour que d'autres compagnies qui c'est trouvent sûr, ça monte puis, vite. Et ils vont tous plaider coupables à ces chefs d'accusation-là. Et maintenant, que sont-ils devenus? Oh, la chronique, que sont-ils devenus? Ben, ça se termine pas là, c'est quand même... Parce que dans vol inusité, c'est pas normal comme vol, là, c'est quand même intéressant. Oui. Mais c'est pas une toilette chimique qui se fait voler. Donc, c'est un petit peu plus ordinaire, mais le cas est méga intéressant aussi par ce qui arrive par la suite. Premièrement, Justin, qui s'était fait prendre en premier lieu, tu sais, à la convention PAX, qui est devenu délateur pour le FBI. Oui. Fait qu'il a évité tous les problèmes juridiques en collaborant, puis en fournissant toutes les preuves qui a permis d'arrêter les autres membres du groupe Xbox Underground. C'est sûr. David, lui, il a été incarcéré un moment aux États-Unis, où il a collaboré aussi avec plusieurs des compagnies et les autorités policières pour aider à corriger les failles et tous les trucs qu'il avait utilisés dans le fond pour exploiter les compagnies. Pareil que le juge puis les autorités étaient très contents de son travail, puis il avait bien apprécié travailler avec lui, puis il avait trouvé bien gentil. Et ça va l'avoir aidé à réduire un peu sa peine d'avoir participé à tout ça. OK. Pendant ce temps, Nathan, qui avait été libéré sous caution, lui angoissait solide de tout ça. Là. Il était tout seul dans son appartement, ça allait vraiment pas bien. Il avait peur d'aller en prison, de se faire violer en prison. Il disait qu'il était pas fait pour aller en prison, puis il paranoïait bien raide. Un soir, où il avait eu assez, je suppose, de paniquer, il a brisé ou il a retiré son bracelet électronique là, sur la cheville. Là. Ah, parce qu'il y avait un bracelet pour le géolocaliser. Là. Ouais. Il a comme libéré sous caution, home arrest, là, ou je sais pas trop. Hein. Fait que, il faut qu'il soit tout le temps monitoré pour savoir il se retrouve où. Fait qu'il va arracher ça. Il va partir puis essayer de traverser la frontière canadienne, la frontière vers le Canada.
Vers le Canada. Des États-Unis vers le Canada. Et il va se faire attraper à la frontière. Puis dans un dernier geste désespéré, il va sortir un couteau et va se poignarder lui-même à plusieurs reprises, dont dans le cou même, pour essayer vraiment de s'enlever la vie. Il va-tu mourir? Mais finalement, non. Ils vont réussir à le sauver, puis va retourner en prison en attendant son procès. C'est du désespoir, là. Ouais. C'est triste. Après les procès, David et Sanad vont avoir reçu une sentence de 18 mois de prison. OK. Nathan, lui, à cause de sa tentative d'évasion, va finir par recevoir 24 mois. Il va faire plus de prison que les autres, finalement. Même s'il avait essayé de s'échapper justement pour pas faire de prison. Austin, lui, qui s'était fait arrêter, aussi, va rien avoir. Va rien avoir aucune sentence. Un peu comme Justin, il va fournir de l'information au FBI en échange de sa liberté. Mais c'est pas la même information. Donc, lui, il avait de l'information sur Anthony. OK. Anthony qui avait quitté le groupe pour partir à son compte. Oui. Qui vendait des FIFA coins. Oui. Fait qu'Anthony, lui, s'était éclipsé. Puis, il y avait la fibre un petit peu plus entrepreneuriale. Oui. Avec la quantité de dev kit qu'il y avait sous la main et en utilisant qu'est-ce que Nathan avait développé, là, comme pour exploiter le code de FIFA, va aller recruter des employés, va se monter des robots à travers des robots informatiques là, sur les dev kits pour faire une véritable ferme de FIFA coins sur les Xbox et va vendre ces coins-là à des Chinois. Et les Chinois, eux autres, s'occupaient de revendre, dans le fond, ça à des particuliers. Okay. Fait que lui, il va faire comme la vente, en gros, de FIFA Coin. Wow! Ouais. Et va, avec tout ça, générer plus de 16 millions de dollars. Ben non! En revendant des coins, ouais. Mais c'est ça, c'est une business illégale. Ouais, en fait, va se battre en cours parce que... La grosse discussion, c'était que les FIFA Coins, ça s'achète pas, donc ça n'a aucune valeur. Et la compagnie, en fait, permettait pas de les acheter principalement pour pas avoir à payer de taxes là-dessus, parce que sinon, c'est des revenus, puis là, c'est taxé. Donc, mais bon, le juge va finir, il va aller en appel, je pense, avec ses avocats, et le juge va finalement dire, si ça n'a aucune valeur, comment tu t'es fait 16 millions de dollars avec ça? Ah, oui. Et va finalement être reconnu coupable. Il va se faire accuser de conspiration en vue de faire une fraude électronique et il va perdre sa cause. Peu de temps avant sa comparution en cour, avant d'avoir le verdict final de savoir combien de temps qu'il va passer en prison ou peu importe, va faire une fête avec des amis avant son départ en prison ou peu importe. Et en mélangeant l'alcool et les médicaments, va faire une overdose. Il va mourir. Ah, il va mourir? Ouais. Juste avant de partir en prison. Ouais. Est-ce que c'était accidentel? Oui. Le verdict, c'est que c'est vraiment une overdose accidentelle. Il voulait vraiment faire le party. Puis il a sa fortune est estimée à 4 millions de dollars. Wow! Ouais. Je suppose qu'il il en a dépensé aussi? Ouais, c'est ça. Il a dû prendre les 16 millions. Il s'est peut-être fait des compagnies legit, je sais pas, là, mais bon. Aïe, pauvre lui. Il avait un peu plus réussi sa vie. Il reste Dylan, qui était lui aussi en libération conditionnelle en Australie. On se rappelle, Dylan, il était australien. Va s'enfuir vers la République tchèque. Il y avait en fait la double nationalité australienne et tchèque. OK. Et sa mère va le conduire à l'aéroport pendant sa libération conditionnelle. Il va prendre un vol, passer les douanes avec son deuxième passeport, je suppose. OK. Et il va s'en aller en République tchèque. La police australienne va par la suite arrêter sa mère pour avoir aidé un fugitif. Et apprenant ça, Dylan va se trouver un petit boulot dans une firme de sécurité informatique pour aider à payer la caution de sa mère. Mais après un certain temps, il y a des clients de la banque qui avait engagé la firme de sécurité qui vont se plaindre qu'il y a de l'argent de leur compte de banque qui disparaît pour s'en aller vers un autre compte de banque. Et après une enquête, vont découvrir que Dylan faisait des virements de fonds illégaux. Dylan! C'est un petit crack informatique et va se faire arrêter par la police une autre fois. Et en libération conditionnelle, va s'enfuir du pays et va faire un tour de l'Europe pour retentir en Pologne où, avec des amis, va tenter un vol de banque.
en essayant de déjouer la sécurité, encore une fois, de façon informatique, aurait oublié une ou quelques caméras de sécurité et se sont fait pogner, finalement. Ben voyons donc. Ouais. Un vol de banque. Ouais. OK. Donc, depuis 7 ans, Oui. les 18 mois, 24 mois de prison sont terminés. Donc, David est retourné au Canada, tenter de vivre tranquillement avec sa copine et sa famille. OK. Sanad, lui, il a eu plus de difficultés à cause de son agent de probation, OK. qui lui faisait la vie dure. Ah. Ouais. À un moment donné, Justin, qui Qui est délateur. qui était délateur, en fait, il s'est fait attraper pour faire des fraudes, justement, postales. Il faisait des fraudes de RMA, là, de retour. Fait que, tu sais, c'est comme si tu fais une fausse réclamation de retour d'équipement. OK. Tu sais, mettons, tu vas sur Marketplace, puis là, tu trouves des photos du monde qui ont laissé, je sais pas, ils ont pris une photo de leur téléphone ou de leur Vitamix ou whatever, là, tu sais. Puis là, tu vois le numéro de série, ben là, tu fais une fausse réclamation de retour avec ça. Là, tu dis à la compagnie, ben OK, je te le retourne par la poste. Mm-hmm. Eux autres, ils t'en envoient un nouveau. Fait que là, lui, il faisait venir des retours comme ça, des échanges, mais il n'y avait jamais rien à échanger. Fait que, Exact. à un moment donné, il s'est fait pogner à faire des fraudes de RMA comme ça, OK. postales. Les agents fédéraux, en fait, vu que Sanad était un ancien collègue de Justin, demandent à l'agent de probation où est-ce qu'ils peuvent aller voir Sanad. Puis l'agent de probation l'envoie directement à son travail. Je pourrais être certain que ça va lui causer plus de problèmes puis donner une mauvaise image. Avec toute la pression que son agent de probation et donnait et toutes les restrictions qu'il y avait avec sa condition, sa libération conditionnelle, il va tomber dans une profonde dépression. Ah. Puis un bon jour, il va décider que assez c'est assez. Il va acheter une quantité beaucoup trop grande d'héroïne pour une seule personne. Ah. Il va tout s'injecter ça un beau soir qui était à la maison. Son père qui était dans l'appartement va entendre un gros poum, un gros. Ouais. Quelqu'un tomber, va aller voir finalement, va voir son fils inerte sur le sol, va appeler le 911 et vont réussir à le sauver. Ah, OK. Ouais. À l'hôpital, il dit que dans une entrevue, il dit que son agent de probation est allé le visiter, que Sanad, il avait super peur des représailles, que son agent allait faire, mais son agent l'a rassuré, finalement, tout va être correct, inquiète-toi pas, tu sais, des affaires comme ça arrive, tu sais, prends ça mollo, remets-toi sur pied. Un peu plus tard dans l'année, il va demander d'aller au mariage de sa cousine. Et son agent de probation va lui refuser en lui disant que à cause de la violation qu'il avait faite en prenant de la drogue, qu'il allait devoir retourner en prison. Ça l'a pas aidé Sanad, qui a recommencé à consommer. Tant que ça aille mal, ben, il s'est dit je vais recommencer à consommer de la drogue, tout ça. Puis il a dit même qu'il est arrivé devant le juge là, complètement stone, là, ben raide, puis ils l'ont envoyé finalement en désintox. Après 4 mois de désintox, il ressort un nouvel homme. Ça avait vraiment fonctionné. Il avait plus envie de consommer. Mais cette année-là, il disait qu'il a fait une bronchite. Puis dans une quinte de toux, il va se casser une côte. Il va se fêler une côte. Puis il disait que la douleur était tellement intense qu'il a demandé à avoir des antidouleurs. Ouais. Puis là, son agent de probation, il a refusé parce qu'il disait que c'était de la drogue encore, puis que là, il allait retomber dans la drogue. Fait que finalement, en tout cas, il s'est racheté de l'héroïne, je pense, puis il a retombé encore là-dedans et il a retourné en prison à cause de ça. Et 9 mois plus tard, il est ressorti de prison et avec sa famille, ils ont déménagé en Virginie. Okay. Et il s'est fait donner un nouvel agent de probation en Virginie. Ah. Et depuis ce temps, tout va bien. Tout va bien. Il prend plus de drogue. Il a recommencé. Là, sa probation va se terminer. Là. Il y avait jusqu'à récemment 2020, 2021. Je pense qu'il n'avait même pas le droit d'utiliser d'ordinateur, de téléphone, à part genre le téléphone qui était donné à lui et tout ça. Mais bref, il a fini par s'en sortir. Et le dernier, mais non le moindre, Nathan.
Mhm. puis il voulait pas aller en prison. Ah. Lui avait avoué son homosexualité juste un petit peu de temps avant sa tentative de suicide, avant Ok. qu'il se pousse vers le Canada puis qu'il essaie de se suicider. Elle va commencer à s'identifier en tant que femme OK. en prison. Il se faisait maintenant appeler Holly. Et 2 ans dans sa prison fédérale aux États-Unis, en étant un homme, mais en s'identifiant comme une femme, ça a vraiment pas dû être facile. No. Après sa libération, Holly, maintenant, avait beaucoup de difficultés à trouver un sens à la vie, souffrait de dépression chronique, perdu tout le support familial. Oh. Va finir par faire la connaissance d'une autre femme à Fresno, en Californie. Ensemble, ils vont louer une chambre d'hôtel dans un Motel 6. Et aux nouvelles, le lendemain matin, le journaliste annonce la mort de 2 jeunes femmes qui, après avoir mélangé différents produits chimiques, ça a fait des vapeurs toxiques qui ont envahi toute la chambre d'hôtel, puis ils sont décédés les 2. Fait que, ils savent pas exactement si c'est un suicide ou s'ils ont essayé genre de faire de la drogue ou je sais pas quoi, mais Fait que il va mourir comme ça. tout ce groupe-là, il y a pas beaucoup de monde qui a des fins heureuses. Ben, David. Pas mal ça. Puis là. ça match, je veux dire, maintenant, ça va Ouais. bien. Effectivement. Mais tabarouette, c'est la grosse... que sont-ils devenus? C'était rough. Ouais, c'est tout un cas, hein? C'est tout un cas. Ben, merci beaucoup, mon Dieu. C'est notre plus long cas. Ouais. Fait que... Je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant, oui. Ouais. Et il y avait du stock là-dedans parce que je trouve que ça a comme commencé par quelque chose de pas... Tu sais, tu me racontais ça, c'était des gamins là, Ouais, c'est ça. qui voulaient jouer à des jeux que personne pouvait jouer. Ouais. Donc là, eux, ils avaient accès, ils trouvaient ça trippant. Ouais. Mais là, ça continue et ça continue. Il y avait, ben tu sais, Justin, lui, il en faisait plus, là, il fait des fraudes. Ouais, c'est ça. Il y a du monde un peu tout croche là-dedans. Oui. Puis il y en a d'autres qui... C'est peut-être un effet boule de neige aussi, là. Oui. Tu sais, à force de faire des niaiseries, ben il y a tout le temps une pomme un peu plus pourrite, là, qui engrange des affaires un peu plus graves ou, tu sais, qui incite à ça, là. Tu sais, il y a... Au début, c'était un peu plus soft, là, comme tu dis, là, Ouais. jusqu'à temps que l'autre y arrive avec sa liste de noms d'usagers, mots de passe, que, tu sais... Oui, mais il y a beaucoup de places aussi qui auraient pu arrêter Ouais. David puis qu'il n'est rien arrivé. Ouais. Je pense qu'ils ont été pas pris au sérieux pendant un bon petit bout. Puis, à un moment donné, là, ça a comme dégénéré. Tu sais, quand tu vois que tu te fais pas prendre. Non, c'est ça. Tu sais, tout le long, je me disais, s'il se faisait prendre là, tout arrêterait. Ouais. Tu sais, dans Ça le aurait fond, pas été grand-chose. ça aurait pas été grand-chose. Il y aurait, tu sais, ça a l'air à quelque part d'être des bons petits gars qui avaient juste besoin un peu d'encadrement, Ouais. qui faisaient des mauvais coups, qui se faisaient jamais prendre. Fait que là, ils en faisaient un peu plus gros, puis un peu plus gros, puis un peu plus gros. Mais finalement, ça dégénère, là. Ouais. Ça dégénère, puis en plus, ça a des conséquences sur leur vie. Puis la prison, ça te change une personne. Mais hein? Fait que c'est des gens qui ont été en prison puis qui veut pas, la prison, c'est une place pour apprendre à faire d'autres crimes, c'est une place difficile, ça peut changer ta personnalité, ta perception de la vie, ta famille peut te renier. Ouais. C'est des gens qui ont vécu des grosses épreuves, là, à cause de leur petite niaiserie. Ouais, c'est ça. Ouais, ça Ah a ouais. comme c'était pas supposé définir leur vie, puis finalement ça a défini leur vie, cette espèce de groupe de hackers là. Ouais. Ça a pu rester juste entre eux autres ou juste léger, là, mais ouais, Ah oui, non, merci, c'était super intéressant. ça fait plaisir. On vous revient la semaine prochaine Yes. pour la partie 2 de Volinisité. Je vous parle d'un cas québécois des années 60. Oh yeah. Oui, j'ai très hâte. Donc, pas la semaine prochaine, excusez-moi, dans 10 jours. Dans Donc, 10 si jours. vous le savez pas, nos épisodes sortent chaque 10, 20 et 30 du mois. Donc, on vous remercie infiniment de nous suivre et on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. au revoir. Au revoir!